Sous un orage parisien, alors que son art se noyait dans les caniveaux, Chloé Dubois a trouvé refuge dans les bras d'un inconnu mystérieux. Elle ignorait que cet homme, Alexandre Beaumont, n'était pas un simple sauveur. Il était le parrain de l'ombre qui régnait en secret sur tout Paris. Si vous aimez les romances sombres et intenses, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez notre famille. Et j'adorerais savoir, d'où regardez-vous aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. Le ciel ne pleurait pas, il hurlait. La pluie ne tombait pas en gouttes, mais en lames d'argent liquide. Une offensive acharnée qui semblait vouloir laver Paris de son âme. Pour Chloé Dubois, c'était une symphonie de destruction composée spécialement pour elle. Elle se tenait là, sur le trottoir glissant et impitoyable du Marais, silhouette solitaire au milieu des ruines de sa vie qui gisait en un tas pathétique et détrempé sur le pavé. Son art était son souffle, et son souffle s'échappait à présent dans le caniveau, des toiles dans lesquelles elle avait versé son cœur, des abstractions vibrantes de joie chaotique et de chagrin fulgurant, se dissolvaient maintenant en une boue acrylique sans nom. Ses cheveux auburn, habituellement une auréole sauvage de défi, étaient plaqués sur son visage aux traits fins et délicats, assombris jusqu'à prendre la couleur de la rouille. Ses vêtements, une simple blouse d'artiste sur une robe légère, collaient à un corps athlétique et plein de vie, témoignage d'un esprit qui, jusqu'à cet instant, avait refusé de se briser. La vie d'expulsion avait été une lame froide et clinique dans son cœur. Cette dernière insulte torrentielle des cieux était la torsion de cette lame. Elle s'effondra à genoux, indifférente à la saleté et au froid, un sanglot s'arrachant de sa gorge, un son rauque, guttural, de reddition absolue. Tout était perdu. Ce fut à ce moment de désolation totale que le monde sembla retenir son souffle. Une voiture, une longue et prédatrice flèche d'obsidienne noire, glissa jusqu'à un arrêt silencieux à ses côtés. Elle n'émit aucun son. Elle apparut simplement, panthère d'acier et de verre surgissant du déluge. La portière arrière s'ouvrit, révélant une caverne de ténèbres silencieuses au parfum de cuir précieux. Un homme en sortit. Il était une étude de force maîtrisée, sa silhouette grande et large, drapée dans un costume sombre qui peinait à dissimuler la musculature disciplinée en dessous. Il tenait un large parapluie noir, créant une enclave de calme profond au cœur de la tempête. Son visage était un assemblage d'angles vifs et nobles, taillé dans une pierre implacable, sa mâchoire dessinée avec une autorité qui semblait commander l'air même qu'il respirait. Ses yeux sombres et profonds n'étaient ni bienveillants ni apitoyés. Ils étaient intenses, analytiques, et se fixèrent sur elle avec une concentration troublante, comme s'il cataloguait chaque fragment brisé d'elle. Il ne parla pas. Il tendit simplement une main. C'était une main large et forte, impeccablement propre, mais ce n'était pas la main d'un homme qui menait une vie douce. Le geste n'était pas une question, mais un ordre calme et indiscutable. Chloé, grelottante, l'esprit engourdi par la perte, fixa cette main comme une bouée de sauvetage dans un maelstrom. Chaque instinct, chaque avertissement que sa mère lui avait jamais donné sur les beaux inconnus, lui hurlait de fuir. Mais son corps, anesthésié par le froid et le choc, la trahit. Son regard s'éleva de sa main à son visage. Elle n'y vit aucune menace, seulement une certitude déconcertante, une compréhension profonde, presque solennelle, qui la désarma complètement. Il ne la voyait pas comme une victime, mais comme un chef-d'œuvre en cours de destruction par l'orage, et il avait simplement décidé que cela n'arriverait pas. Avec une inspiration tremblante qui était à la fois un abandon et un dernier espoir, elle plaça ses doigts glacés et tremblants dans sa paume chaude et ferme. Le contact fut un choc, un courant soudain et brûlant de vie qui parcourut ses membres gelés. C'était un accord silencieux et contraignant qui les isolait du reste du monde. Il la guida doucement pour qu'elle se relève et l'installa à l'arrière de la voiture, la portière se refermant dans un bruit sourd et lourd qui étouffa la tempête en un rugissement lointain et impuissant. Alors que la voiture s'éloignait, laissant derrière elle l'épave de sa vie, Chloé regardait par la fenêtre striée de pluie. Elle ne connaissait pas son nom, ni où il l'emmenait, ni pourquoi il avait choisi de s'arrêter pour elle. Tout ce qu'elle savait, c'était la sensation de sa présence à ses côtés, une ancre solide et silencieuse dans la tempête de sa vie. Il n'avait pas dit un mot. Pourtant elle sentait qu'elle entrait dans une histoire menée par un homme dont le silence était plus profond et plus dangereux que n'importe quel océan. Le trajet fut un flou de lumière parisienne diffuse. L'homme, son sauveur, son ravisseur, resta enveloppé dans un silence redoutable.
Il sortit une épaisse couverture en cachemire d'un compartiment caché et la drapa sur ses épaules frissonnantes. Sa douceur impossible et le parfum subtil et net qui s'en dégageait, quelque chose de masculin et de complexe, comme le bois de cèdre, le cuir de luxe et l'air froid de la nuit, contrastaient violemment avec ses vêtements trempés et ruinés. Elle restait assise, rigide, 1 million de questions hurlant dans son esprit, mais un silence épuisé la tenait captive. Son hôte, ce bel inconnu, n'essaya pas d'engager la conversation. Il était simplement assis à côté d'elle, le regard fixé sur le monde extérieur battu par la pluie, son profil semblant avoir été sculpté par un maître pour représenter un dieu déchu, une étude de puissance calme et maîtrisée. Le silence n'était pas vide, il était lourd, chargé de questions tacites et d'une énergie troublante et palpable qui semblait émaner de lui. C'était l'immobilité d'un prédateur au repos. Ils arrivèrent devant une tour de verre élégante et incroyablement haute qui transperçait le ciel orageux comme un éclat d'obsidienne, un monument à la richesse et au pouvoir absolu, quelque part dans le quartier moderne de la Défense. Un ascenseur privé monta dans un murmure, s'ouvrant directement sur un espace qui coupa le souffle de Chloé. Ce n'était pas un appartement, c'était un royaume dans les nuages, une forteresse de verre et d'acier. Des baies vitrées allant du sol au plafond révélaient une vue panoramique, divine, de la ville ravagée par l'orage, ses lumières scintillant comme un collier de diamants brisés, avec la tour Eiffel au loin, stoïque sous les assauts du ciel. Le décor était un chef-d'œuvre d'élégance masculine, bois sombre, cuir noir souple et chrome poli, le tout adouci par une lumière d'ambiance chaude qui semblait émaner des murs eux-mêmes. C'était d'une beauté à couper le souffle, mais c'était aussi froid, stérile et totalement dépourvu de touches personnelles. C'était un espace conçu pour le contrôle, pas pour le confort. L'homme, Alexandre Beaumont, bien qu'elle ne connût pas encore son nom, se déplaçait dans l'espace avec une grâce aisée et familière. Il la conduisit à une suite d'invités plus grande que tout son appartement perdu. Une salle de bain caverneuse en marbre noir l'attendait, avec une douche à effet pluie et une collection d'huiles et de savons coûteux aux parfums subtils. Il avait placé un ensemble de vêtements neufs et doux sur le lit king size, un simple pyjama en soie vert émeraude et un épais peignoir noir en peluche. Tout fut fait avec une efficacité détachée qui était à la fois réconfortante et profondément intimidante. Il résolvait ses problèmes immédiats, le froid, l'humidité, le manque de toit, avec la facilité décontractée d'un homme pour qui les problèmes n'étaient que des inconvénients à gérer et à éliminer. « Reposez-vous », dit-il. Sa voix fut le premier son qu'il lui adressa directement, un baryton grave et résonnant qui semblait vibrer dans l'air calme, une voix qui pouvait commander des armées ou apaiser une tempête. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, une figure redoutable qui appartenait à ce monde de luxe silencieux autant qu'elle s'y sentait étrangère. « Nous pourrons parler demain matin. Rien ne peut être résolu ce soir. » Son regard sombre s'attarda sur elle un instant, une évaluation brève et indéchiffrable. Avant qu'il ne se retourne et ne parte, la porte se refermant doucement derrière lui. Restée seule, Chloé sentit tout le poids de la nuit s'abattre sur elle. Elle marcha les jambes tremblantes jusqu'à l'immense fenêtre regardant la ville qu'elle aimait, maintenant un paysage blessé et en pleurs. D'ici, l'orage était un film muet, un spectacle terrible et magnifique. L'opulence qui l'entourait ressemblait à une cage, une belle prison qui mettait en évidence tout ce qu'elle venait de perdre. Elle était une peintre, une créature de chaos, d'émotions et de couleurs vibrantes. Ce lieu était fait d'ordre, de silence et d'un niveau de pouvoir qu'elle ne pouvait pas comprendre. L'eau chaude de la douche fut comme une bénédiction, lavant la saleté du déluge, mais pas le froid qui s'était installé au plus profond de ses os. Elle enfila le pyjama de soie, le tissu une caresse fraîche et sensuelle contre sa peau. Le parfum de lui, léger mais présent sur les vêtements neufs, provoqua en elle une sensation de désorientation si profonde qu'elle manqua de tomber à genoux. Elle portait les vêtements d'un inconnu dans la maison d'un inconnu, sa propre vie un souvenir submergé. Qui était cet homme, capable d'arracher une femme à un désastre et de la placer dans un palais, sans un mot d'explication? Que voulait-il? Elle traversa pieds nus le tapis épais, le silence de la forteresse amplifiant les battements frénétiques de son propre cœur. Elle était en sécurité, elle avait chaud, elle était au sec, et elle ne s'était jamais sentie aussi perdue de toute sa vie. Elle était l'invitée d'une cage dorée, prise en charge par un gardien silencieux et séduisant dont les motivations étaient un mystère complet. La gratitude qu'elle ressentait
était mêlée à une peur profonde et troublante de l'inconnu, de la dette tacite qu'elle contractait à chaque bouffée d'air qu'elle prenait dans son atmosphère raréfiée. Elle se blottit au centre du lit immense, les draps d'un nombre de fils élevés semblant incroyablement lisses contre sa peau. Elle resserra le peignoir en peluche autour d'elle, enfouissant son visage dans le col et inspira. Ce parfum de nouveau, cèdre, cuir et autre chose, quelque chose d'unique à lui. C'était le parfum du pouvoir, du danger et de l'homme qui, pour des raisons qu'elle ne pouvait sonder, avait choisi de la sauver de la pluie. Et alors qu'elle sombrait dans un sommeil agité, elle sut avec une certitude à la fois terrifiante et excitante que l'orage auquel elle avait échappé dehors n'était rien comparé à celui dans lequel elle venait d'entrer. Chloé se réveilla dans la douce et stérile lumière grise de l'aube parisienne. Pendant un instant de félicité fugace, elle flotta dans une mer de confort impossible, sans savoir où elle était. Le lit était un nuage de draps au nombre de fils infinis, qui semblaient caresser sa peau comme de l'eau fraîche, et l'air était calme et silencieux, transportant le parfum subtil de la pluie et autre chose, quelque chose de distinctement masculin, comme le cèdre et la bergamote. Puis les souvenirs de la nuit précédente revinrent en une vague nauséeuse, l'orage, la ruine de son art, l'inconnu imposant, cette forteresse incroyablement luxueuse. Elle était une naufragée sur une île d'une richesse stupéfiante, et son cœur se serra avec cette fierté féroce et familière qui se rebellait contre sa nouvelle réalité. Elle trouva Alexandre dans l'immense salon ouvert, debout devant le mur de baies vitrées, une tasse en céramique entre les mains. Il était déjà habillé pour la guerre dans un costume gris foncé impeccable, bien qu'il ne portât pas de cravate, le bouton supérieur de sa chemise blanche défait, révélant la colonne forte de sa gorge. Il ressemblait moins à un fantôme de la tempête qu'à ce qu'il était vraiment, un homme d'un pouvoir et d'une discipline immense, parfaitement à l'aise dans sa forteresse céleste. La lumière du matin attrapait les lignes nettes et dévastatrices de sa mâchoire et l'intensité sombre de ses cheveux, lui donnant l'apparence d'une œuvre d'art vivante et dangereuse. Il se tourna en sentant sa présence, ses yeux sombres rencontrant les siens avec la même intensité troublante que la veille. « Bonjour », dit-il, sa voix aussi calme et stable que le jour nouveau. « Il y a du café. Je ne savais pas comment vous le preniez. » Il désigna une machine chromée et élégante qui ressemblait plus à un instrument scientifique qu'à une cafetière. L'offre simple et domestique était si en décalage avec la grandeur pure du décor et le danger palpable qui émanait de l'homme lui-même, que Chloé ne put qu'acquiescer d'un petit signe de tête hésitant. Elle se sentait terriblement déplacée dans son pyjama de soie emprunté, le tissu émeraude épousant les courbes athlétiques de son corps, ses pieds nus froids contre le marbre poli. Il lui versa une tasse, ses mouvements économiques et précis, et la lui tendit. Ce faisant, leurs doigts s'effleurèrent, un contact bref et accidentel qui envoya une surprenante décharge de chaleur pure à travers son système. Elle vit ses yeux vaciller une fraction de seconde, son attention se portant sur l'endroit où leur peau s'était touchée, et elle sut qu'il l'avait senti aussi. « J'ai passé quelques appels », continua-t-il, reportant son regard sur la ville en contrebas comme si le moment n'avait jamais eu lieu. « Votre ancien immeuble est une cause perdue. Le propriétaire opérait illégalement. Mes gens l'ont persuadé d'oublier votre nom. » Les mots furent prononcés avec un détachement calme qui était à la fois glaçant et étrangement miséricordieux. Il n'y avait pas de pitié, seulement un constat froid. Il ne se contentait pas de résoudre les problèmes, il les effaçait. Chloé s'affaissa sur un canapé en cuir noir moelleux, la tasse chaude, une encre fragile dans la nouvelle tempête de chagrin et de peur que ces mots déclenchèrent. C'était une chose de voir l'eau, c'en était une autre d'entendre la finalité dans sa voix. Il avait non seulement confirmé sa perte, mais avait aussi laissé entrevoir un monde d'influence et d'intimidation qu'elle ne pouvait commencer à imaginer. Elle n'avait rien. Pas de maison, pas d'art, pas de sécurité. Elle dépendait entièrement de la bonté de cet homme énigmatique qui parlait de ruine et de persuasion comme s'il s'agissait de postes sur un bilan comptable. Une seule larme s'échappa et traça un chemin brûlant sur sa joue, et elle l'essuya à la hâte, embarrassée de montrer une telle vulnérabilité devant lui. Il n'offrit pas de platitude mensongère. Au lieu de cela, il s'assit dans un fauteuil en face d'elle, la vaste étendue de la pièce les séparant, et dit simplement « Vous pouvez rester ici, aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Ce n'était pas offert avec chaleur, mais avec une logique calme et indiscutable
qui ressemblait plus à un décret qu'à une invitation. Il voyait un problème, son sans-abrisme, et il fournissait une solution. C'était pratique, généreux, et cela la faisait se sentir incroyablement petite, comme un bel objet brisé qu'il avait acquis dans la tempête. Elle le regarda alors, le regarda vraiment, essayant de voir au-delà du costume coûteux et de l'aura d'autorité intouchable. Ses yeux sombres l'observaient, non pas avec jugement, mais avec une concentration inébranlable et analytique qui semblait éplucher les couches de son âme. Il était une énigme qu'elle ne pouvait commencer à résoudre, un homme de contradictions stupéfiantes. Il l'avait sauvée de l'orage pour la plonger dans un autre genre de tourmente, une tourmente d'obligation et d'attirance profonde et troublante, dans un monde si éloigné du sien qu'il ressemblait à une autre planète. Les premiers jours dans la forteresse d'Alexandre passèrent dans une brume étrange et surréaliste. Chloé se déplaçait comme un fantôme dans les pièces opulentes, éclipsée par les hauts plafonds et les vastes espaces vides. Le silence était la partie la plus intimidante. C'était un silence dense, lourd, du genre que seul le vrai pouvoir peut acheter, isolé du bruit de la ville en contrebas. Il n'était rompu que par le doux bourdonnement de la climatisation ou les pas feutrés et mesurés d'Alexandre sur le sol de marbre. Il était une créature de routine et de discipline, partant tôt le matin dans une voiture noire qui semblait se matérialiser depuis les ombres et revenant tard le soir, ses journées enveloppées d'un mystère qu'elle n'osait pas sonder. Elle passait son temps à naviguer dans la réalité maladroite de sa nouvelle existence. Alexandre lui avait donné une carte de crédit, un morceau de métal noir avec une limite stupéfiante pour les essentiels. L'acte de générosité ressemblait plus à une transaction, et il laissait un goût amer de dépendance dans sa bouche. Elle acheta quelques tenues simples, des articles de toilette et un nouveau carnet de croquis, mais le fait de dépenser son argent lui semblait être une trahison de sa propre et féroce fierté. La proximité entre eux était un bourdonnement constant et à bas bruit de tension sensuelle. Ils étaient deux étrangers partageant une maison, orbitant l'un autour de l'autre dans une danse prudente et polie d'évitement. Ils se croisaient parfois le matin, un échange silencieux de « bonjour » autour d'un café, ses yeux s'attardant toujours sur elle un instant de trop. Ou le soir, un bref signe de tête alors qu'il se retirait dans son bureau, une pièce qu'elle voyait comme un sanctuaire de secrets, sa porte toujours fermement fermée. Il ne posait jamais de questions sur son passé, et elle n'en posait jamais sur son présent. Un après-midi, désespérée de s'échapper, de retrouver un sens d'elle-même, elle trouva une pièce inutilisée à l'extrémité du penthouse. Elle était complètement vide, à l'exception d'un unique fauteuil en cuir noir, mais l'un de ses murs était une plaque de verre solide, offrant une vue à couper le souffle et dégagée sur la mer de toits parisiens. C'était une toile attendant une histoire. Ce soir-là, elle trouva le courage de lui demander. Il se tenait près des fenêtres du salon, desserrant sa cravate, la posture d'un roi contemplant son domaine. « J'ai besoin de peindre, » dit-elle, les mots jaillissant avant qu'elle ne puisse les retenir. « C'est comme respirer pour moi. Si je ne le fais pas, j'ai l'impression de disparaître. » Il se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. Elle s'attendait à ce qu'il refuse, à ce qu'il voie cela comme un inconvénient désordonné dans son monde immaculé et ordonné. Au lieu de cela, une lueur de cette même curiosité intense qu'elle avait vue la première nuit s'alluma dans ses yeux. « De quoi avez-vous besoin ?» demanda-t-il. Le lendemain matin, la pièce vide était transformée. Des toiles de toute taille étaient empilées contre un mur. Un chevalet attendait. Et étalé sur une bâche se trouvait un trésor de rois de peinture, pinceaux et solvants de qualité professionnelle. Il lui avait fourni les meilleurs outils imaginables, un autre acte de puissance désinvolte et écrasante. Hésitante au début, Chloé se mit au travail. Elle mit de la musique sur son téléphone, une playlist de jazz mélancolique et envoûtant qui était une rébellion contre le silence oppressant de la forteresse. Elle attacha ses cheveux auburn en un chignon désordonné, enleva ses chaussures et fit face à la toile blanche. Puis, elle commença à peindre. Ce n'était pas un processus calme et mesuré. C'était une tempête. Elle travaillait avec une énergie frénétique, désespérée, déversant tout son chagrin, sa peur, sa confusion et sa solitude sur la toile. Les couleurs s'affrontaient, saignaient les unes dans les autres. Elle utilisait des pinceaux, des couteaux à palette, et parfois juste ses doigts, étalant d'épaisses couches de peinture, créant de la texture et de la profondeur. Elle ne peignait pas seulement une image, elle menait une guerre contre son propre désespoir, et elle était en train de gagner.
Elle était si perdue dans la musique et l'acte frénétique de création qu'elle ne l'entendit pas entrer. Alexandre rentra chez lui au son inhabituel d'un jazz mélancolique résonnant dans son sanctuaire silencieux. Il suivit le son, son expression habituellement impassible se crispant de curiosité. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte de la pièce vide et se figea. La scène devant lui était d'un chaos brillant et magnifique. Chloé, le dos tourné, était un tourbillon de mouvements. Son corps, vêtu d'un simple débardeur et de leggings qui épousaient sa silhouette athlétique, se balançait au rythme de la musique. Une tache de bleu cobalt décorait sa joue et ses bras étaient striés d'un arc-en-ciel de couleurs. L'air était épais, de l'odeur de térébenthine et de peinture fraîche, une odeur brute et terreuse qui contrastait vivement avec l'air stérile de sa maison. Elle était vibrante et vivante, une touche de couleur magnifique et indomptée dans son monde monochrome. Il s'était tellement habitué au silence, à l'ordre, qu'il n'avait pas réalisé à quel point sa vie était vide jusqu'à ce moment précis. Il regarda, sans être vu, alors qu'elle projetait une entaille de cramoisis furieux sur la toile, tout son corps accompagnant le geste, une danse de passion pure et sans phare. Et à cet instant, il sentit un instinct primal et possessif s'agiter au plus profond de son âme. Il avait sauvé son corps de la pluie, mais ici, maintenant, il était le témoin de son âme. Un feu créatif, féroce, indomptable. C'était la chose la plus captivante qu'il ait jamais vue. Quand la chanson se termina, elle recula de la toile pour étudier son travail, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de son effort. C'est alors qu'elle sentit sa présence. Elle se retourna, les yeux grands ouverts de surprise, un pinceau tenu de manière défensive à la main. Il n'avait pas bougé. Il la regardait simplement, son visage habituellement impassible, affichant une expression de stupéfaction brute, non dissimulée. Pour la première fois, elle vit une fissure dans sa formidable armure, une lueur de quelque chose de profondément humain et vulnérable dans ses yeux sombres et illisibles. Il avait vu une partie d'elle qu'elle ne partageait avec personne, et elle sut, avec une certitude soudaine et à couper le souffle, que plus rien entre eux ne serait jamais comme avant. L'instant s'étira, suspendu dans l'odeur de térébenthine et l'écho de la dernière note de jazz. La surprise sur le visage d'Alexandre s'estompa lentement, remplacée par une curiosité intense et concentrée qui semblait plus troublante que son détachement habituel. Il ne parla pas, mais il entra lentement dans la pièce, ses chaussures vernies ne faisant aucun bruit sur le sol en béton ciré. Il se déplaçait avec une grâce fluide, à la fois belle et prédatrice, ses yeux ne la quittant jamais, son regard portant un nouveau poids, une nouvelle signification. Le cœur de Chloé battait à tout rompre contre ses côtes. Elle se sentait complètement à nu, comme si son art l'avait dépouillée, révélant chaque chagrin secret et chaque espoir fou qu'elle portait en elle. « Je ne savais pas », dit-il, sa voix un grondement sourd qui ne fit rien pour calmer ses nerfs à vif. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, sa taille et sa présence dominant l'espace. Il fit un vague geste en direction de la toile explosive. « Que vous aviez ça en vous !» Ce n'était pas un compliment, c'était un constat, une recalibration de sa compréhension d'elle. Il l'avait vue comme une victime des circonstances, une belle chose brisée à abriter. Maintenant, il la voyait comme une force de la nature, une créatrice d'une beauté si profonde et chaotique qu'elle l'avait arrêtée net. « C'est ma façon de respirer », répondit Chloé, sa voix à peine un murmure. Elle sentit une rougeur monter à son cou, un mélange de fierté et d'embarras. Le monde devient trop bruyant, c'est le seul moyen de le faire taire. Le souvenir de sa vie d'avant, du besoin désespéré qui alimentait sa création, lui parut appartenir à une autre époque. Ici, dans cette forteresse stérile et silencieuse, son art semblait être une chose sauvage et indomptée, quelque chose d'émotionnel, de désordonné et de glorieusement déplacé. Elle ressentit soudain le besoin de s'excuser pour l'intrusion, pour avoir rempli son sanctuaire silencieux de son chaos bruyant et sincère. Au lieu de se replier dans sa coquille de distance polie, Alexandre la surprit. Il se rapprocha, posant une main contre le mur à côté d'elle, l'enfermant de fait. La chaleur de son corps irradiait vers elle, et elle pouvait sentir ce parfum masculin enivrant, propre, vif et dangereux. « Parlez-moi de ça », dit-il, une simple invitation qui semblait monumentale. Il ne la rejetait pas. Il demandait, pour la première fois, à être admis. Alors, hésitante au début, puis avec un sentiment croissant de libération, elle lui raconta. Elle parla de sa passion pour la couleur, du frisson de transformer une surface blanche en une fenêtre sur un autre monde,
des rêves qu'elle avait de voir un jour son travail accroché dans une vraie galerie. Pendant qu'elle parlait, elle vit une autre fissure apparaître dans sa façade contrôlée. Il écoutait avec une immobilité déconcertante, son regard ne quittant jamais son visage. Il n'entendait pas seulement les mots, il les absorbait, et elle ressentit un pouvoir étrange et excitant à retenir l'attention de cet homme redoutable. Elle réalisa que cet homme, qui vivait une vie d'un ordre si rigide, était captivé par son monde d'émotions chaotiques. C'était comme si elle parlait une langue étrangère, qu'il n'avait jamais entendue, mais qu'il comprenait instinctivement. Il était un homme d'ombre et de silence, et elle était une femme de lumière et de couleur. La conversation changea, et elle trouva le courage de demander « Et vous, que faites-vous pour vous permettre tout ceci ?» Il ne se raidit pas, mais un voile subtil, presque imperceptible, tomba sur ses yeux. « Je gère de la logistique, » dit-il, sa voix aussi lisse que l'acier poli. « Je déplace des choses d'un endroit à un autre. Je résous des problèmes. » Il parla du poids de la responsabilité, de l'exigence d'un contrôle absolu, de la solitude des décisions aux conséquences immenses. Il ne mentionna jamais sa véritable profession, mais Chloé eut l'impression d'une vie vécue sous une pression immense, un monde où l'émotion était un handicap. Elle vit une lueur de solitude profonde dans ses yeux, une solitude qui faisait écho à la sienne, et son cœur eut un soubresaut inattendu et douloureux d'empathie. Il était un homme piégé dans sa propre forteresse dorée, et elle ressentit une envie soudaine et inexplicable de tendre la main et de le libérer. Le soir suivant, la trêve délicate de leur nouvelle entente fut mise à l'épreuve. Poussée par une énergie agitée et un besoin profond de contribuer à la maisonnée avec quelque chose qui ne soit pas payé par sa carte de crédit noire illimitée, Chloé décida de cuisiner. Elle avait trouvé un garde-manger et un réfrigérateur étonnamment bien approvisionnés, remplis d'ingrédients gastronomiques qui parlèrent d'une vie où l'on est servi, pas d'une vie que l'on vit. Elle choisit de préparer un plat de pâtes rustique et simple, une recette que sa grand-mère lui avait apprise, quelque chose qui sentait l'ail, le basilic et le foyer. La cuisine, une étendue élégante et stérile d'acier inoxydable et de marbre noir, se remplit bientôt des arômes chauds et chaotiques de sa cuisine. C'était un contraste saisissant avec l'air habituellement silencieux et inodore du penthouse. Elle mit un peu de jazz doux sur son téléphone, la musique une douce rébellion contre le silence oppressant. Pour la première fois depuis son arrivée, un coin de cet espace vaste et intimidant commença à lui ressembler. Elle créait quelque chose, insufflant à l'espace froid et moderne un peu de sa propre chaleur. Alexandre rentra chez lui au son des bruits et des odeurs inhabituelles. Il s'arrêta sur le seuil de la cuisine, son expression indéchiffrable alors qu'il observait la scène. Chloé, ses cheveux auburn attachés en un chignon désordonné, une trace de farine sur la joue, se balançant légèrement au rythme de la musique, en remuant une marmite de sauce tomate bouillonnante. Elle paraissait vibrante et magnifiquement, à couper le souffle, vivante, une touche de couleur brillante dans son monde monochrome. Il s'était tellement habitué au silence qu'il n'avait pas réalisé à quel point il était vide jusqu'à ce moment précis. « J'espère que ça ne vous dérange pas, » dit-elle, la voix un peu essoufflée en se tournant vers lui. « Je voulais vous remercier. Pour tout. » Elle fit un vague geste avec la cuillère couverte de sauce, un petit sourire attachant jouant sur ses lèvres. Elle lui offrait un simple repas fait maison, un festin de paysanne dans le palais d'un roi, et elle fut soudain terrifiée qu'il le considère comme un geste dérisoire et sans signification. Il la surprit à nouveau. Un sourire lent et sincère effleura ses lèvres, un événement rare qui transforma ses traits sévères et séduisants, le faisant paraître plus jeune, plus accessible et mortellement charmant. « Ça sent incroyablement bon, » dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Il ôta sa veste de costume, la jetant sur une chaise avec une négligence inhabituelle, et retroussa les manches de sa chemise blanche impeccable, révélant des avant-bras forts et capables. « Je peux aider ?» La question flotta dans l'air, une autre offrande monumentale de cet homme au contrôle silencieux. Ils travaillèrent ensemble dans l'espace confiné derrière l'îlot de cuisine, à des années-lumière de la distance formelle qu'ils maintenaient habituellement. Leur corps s'effleurait lorsqu'ils se déplaçaient, envoyant de petites décharges d'électricité à travers la peau de Chloé. Elle était extrêmement consciente de sa taille, de son parfum propre et masculin, de l'apparence de ses grandes mains stables, alors qu'il coupait des légumes avec une habileté surprenante. L'air s'épaissit de bien plus que la simple vapeur des pâtes. Il était chargé d'une alchimie tacite et palpable, qui la laissait essoufflée et étourdie.
Ils mangèrent non pas à l'immense table de salle à manger formelle, mais au petit bar du petit déjeuner, les lumières de la ville scintillant en dessous d'eux comme une constellation tombée du ciel. La conversation était facile, fluide, dépouillée de l'armure polie qu'ils portaient habituellement. Dans ce moment d'intimité simple et partagée, entouré de l'arôme de l'ail et du basilic, Chloé sentit un battement dangereux et terrifiant dans sa poitrine. Elle commençait à se sentir chez elle ici, et elle savait que cela ne pouvait mener qu'à un cœur brisé. Quelques nuits plus tard, le traumatisme persistant de son expulsion refit surface. Elle rêva qu'elle était de retour dans la rue, l'eau montant autour d'elle, froide et suffocante. Ses toiles se dissolvaient en pulpe dans ses mains, les couleurs s'effaçant dans le néant. L'eau menaçante et trouble remplissait ses poumons, étouffant son souffle, sa vie même. Elle se réveilla avec un hoquet étranglé, assise droite dans son lit, le corps tremblant, le pyjama de soie émeraude collant à sa peau de sueur froide. La sensation fantôme de la noyade était si réelle qu'elle pouvait à peine respirer. Le cri qui lui avait échappé n'était guère plus qu'un murmure étranglé, mais dans le silence profond du penthouse, il était aussi fort qu'une sirène. Un instant plus tard, on frappa doucement à sa porte, suivi de la voix basse et inquiète d'Alexandre. « Ah, Chloé, tout va bien ?» Il n'attendit pas de réponse, mais ouvrit lentement la porte, entrant dans l'obscurité de sa chambre. Il était une silhouette grande et large, se découpant sur la lumière ambiante du couloir, vêtu d'un simple t-shirt noir et d'un pantalon de pyjama sombre. Les vêtements décontractés ne diminuaient en rien son pouvoir. Au contraire, ils mettaient en valeur les lignes brutes et athlétiques de son corps, les muscles disciplinés de ses épaules et de ses bras. Il ressemblait moins à un roi qu'à un prédateur dangereux dans son antre. Elle ne pouvait pas parler, seulement enrouler ses bras autour d'elle-même, essayant d'arrêter les tremblements violents. Il n'alluma pas la lumière, ce dont elle lui fut reconnaissante. Au lieu de cela, il se déplaça silencieusement jusqu'au bord du lit et s'assit sur le rebord, maintenant une distance respectueuse. Pourtant, sa présence était un poids solide et apaisant dans l'obscurité tumultueuse. « Un cauchemar ?» demanda-t-il doucement. Sa voix un baume apaisant sur ses nerfs à vif. Elle ne put cocher la tête, la gorge serrée par des larmes non versées. Il ne prononça pas de platitude vide. Au lieu de cela, il resta simplement assis avec elle dans le silence, son immobilité une ancre puissante contre la tempête qui faisait rage en elle. Après un long moment, sa main bougea, et il prit doucement sa main tremblante dans la sienne. Son contact était chaud et ferme, un point de contact stable dans le chaos tourbillonnant de sa peur. Il se rapprocha, le matelas s'affaissant sous son poids. Son autre main se leva, ses doigts incroyablement doux, alors qu'ils écartaient une mèche de cheveux auburn rebelle et humide de sa joue. Son contact s'attarda, ses phalanges effleurant sa peau, laissant une traînée de feu dans leur sillage. « Tu es en sécurité ici, Chloé, » murmura-t-il, sa voix une promesse basse et intime qui n'était que pour elle. « Personne ne peut te faire de mal ici. » Elle le regarda dans la pénombre, son visage séduisant et sévère, adouci par une inquiétude qu'elle savait réelle. La peur du cauchemar avait disparu, remplacée par un autre genre de terreur, l'attirance terrifiante et irrésistible qu'elle ressentait pour cet homme dangereux et énigmatique. Il se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Elle pouvait sentir son souffle, chaud et propre sur sa peau. Ses yeux sombres sondaient les siens, posant une question silencieuse. Son cœur battait la chamade. Elle savait qu'elle devrait reculer, que c'était une ligne qu'il ne devrait pas franchir, mais elle était piégée dans la gravité de sa présence. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sur un souffle silencieux et frémissant. Il baissa la tête et ses lèvres effleurèrent les siennes, un contact aussi doux qu'un murmure. Ce n'était pas un baiser de passion, mais de tendresse profonde et douloureuse. Il recula légèrement, ses yeux toujours rivés aux siens, lui donnant une chance de se retirer. Quand elle ne bougea pas, quand ses propres yeux se fermèrent en signe de reddition, il baissa de nouveau la tête. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation. Ses lèvres rencontrèrent les siennes dans une étreinte affamée, possessive, une libération de semaines de tension refoulée et d'attirance tacite. Sa main quitta sa joue pour se glisser à l'arrière de son cou, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux alors qu'il la rapprochait, approfondissant le baiser, affirmant sa possession avec une chaleur qui fit fondre sa dernière résistance. Chloé se laissa aller contre lui, ses mains s'agrippant à ses épaules solides, alors qu'elle rendait le baiser avec une ferveur égale et sans retenue. C'était un baiser de collision, de ses ténèbres et de sa lumière,
de son silence et de son art, de deux âmes solitaires qui se percutaient enfin au cœur d'une tempête. Et alors que sa langue traçait la ligne de ses lèvres, une demande silencieuse et séduisante pour entrer, elle sut qu'elle était complètement, irrémédiablement perdue. Quand ils se séparèrent enfin, haletants et tremblants, ils se contentèrent de se regarder dans la faible lumière ambiante de la chambre. L'air crépitait entre eux, chargé de l'onde de choc du baiser. Les lèvres de Chloé picotaient, son corps tout entier vibrant d'une nouvelle énergie étrange, un feu qui s'était allumé au plus profond de son âme. Les yeux sombres d'Alexandre, habituellement si gardés et impénétrables, étaient grands ouverts, empreints d'une vulnérabilité brute et non dissimulée qui faisait écho à la sienne. La forteresse de contrôle qu'il avait si soigneusement bâtie autour de lui avait été prise d'assaut, et il semblait tout aussi stupéfait qu'elle. « commença-t-il, sa voix plus rauque, plus profonde que d'habitude. Puis il s'arrêta. L'homme qui déplaçait des choses et résolvait des problèmes, qui commandait des armées silencieuses d'un simple regard, était rendu muet. Chloé vit sa lutte, la guerre interne entre sa discipline enracinée et le raz-de-marée d'émotions qu'il ressentait manifestement. Cet homme puissant et énigmatique était tout aussi perdu qu'elle dans ce territoire inexploré. Au lieu de parler, il l'attira de nouveau à lui, plus doucement cette fois. Ses grandes mains encadraient son visage, ses pouces caressant ses pommettes avec une révérence qui fit mal au cœur de Chloé. « Je n'ai aucun droit », murmura-t-il, les mots contrastant violemment avec le feu qu'elle venait de sentir dans son baiser, une intrusion soudaine de la logique dans un moment de sentiment pur et sans phare. « Ta vie est un chaos. Tu es ici, sous mon toit. »« Non !» l'interrompit Chloé, sa voix étonnamment ferme. Elle posa ses mains sur les siennes, pressant ses paumes plus fermement contre sa peau, un appel silencieux pour qu'il reste dans l'instant avec elle. « N'analysez pas ça. Pas maintenant. » Elle le regarda droit dans les yeux, le suppliant de voir au-delà des circonstances de leur rencontre. Ce qui vient de se passer, ça n'a rien à voir avec la gratitude, et vous le savez. Sa franchise sembla briser son hésitation. Une expression de profond soulagement inonda ses traits sévères. « Je sais, » admit-il, sa voix basse et intense. Il avoua que depuis l'instant où il l'avait vu créer dans la pièce vide, un tourbillon de couleurs et de vie, quelque chose en lui avait basculé. Il avait passé sa vie entouré de gens qui voulaient quelque chose de lui, son argent, son influence. Mais elle, avec sa fierté féroce et son art plein d'âme, n'avait rien voulu d'autre que de respirer, de créer. Et en voyant son vrai moi indompté, il avait commencé à se sentir vu pour la première fois. C'était une confession qui reflétait si parfaitement ses propres sentiments qu'elle la laissa sans voix. Il n'était pas seulement un sauveur, c'était un homme avec sa propre solitude profonde, un homme tout aussi perdu qu'elle, bien que dans un autre genre de tempête. Le gouffre entre leurs mondes, qui avait semblé si vaste, paraissait soudain insignifiant face à la connexion puissante et élémentaire qu'ils partageaient. Il se pencha et l'embrassa de nouveau. Un baiser lent et profond, qui n'était pas une collision, mais une exploration. C'était une promesse de secret partagé et d'un avenir imprégné d'un danger qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Les jours qui suivirent furent un flou onirique de découverte. La distance polie avait disparu, remplacée par des attouchements faciles, des regards prolongés et des conversations qui s'étiraient tard dans la nuit. Le penthouse vaste et stérile commença à sembler plus petit, rempli d'une chaleur et d'une vie qu'il n'avait jamais connue. Chloé découvrit l'homme derrière la façade imposante, un homme avec un sens de l'humour sec et mordant et une passion surprenante pour les films classiques. Alexandre, à son tour, était complètement captivé par Chloé. Il se surprenait à rentrer plus tôt de son mystérieux travail à haute pression, impatient d'entendre le son de son rire ou la douce mélodie de son fredonnement pendant qu'elle griffonnait des paroles dans son carnet. Leur passion était une flamme silencieuse et constante. Alors qu'ils avançaient lentement, la tension sensuelle était toujours là, un courant juste sous la surface. C'était dans la façon dont sa main s'attardait sur le creux de ses reins lorsqu'il passait derrière elle dans la cuisine, un contact possessif et rassurant. C'était dans la façon dont elle se mordait la lèvre quand elle le surprenait à la regarder peindre, ses yeux sombres remplis d'une faim brute qui n'avait rien à voir avec l'art. C'était dans les baisers profonds et émouvants qu'ils partageaient, remplis de la promesse d'une intimité plus profonde à venir. Un matin, Alexandre annonça sur son ton factuel habituel qu'il sortait. « Vous ne pouvez pas vivre en soi emprunté », déclara-t-il. «
son regard la balayant d'une manière à la fois appréciative et propriétaire. « Vous avez besoin de choses qui sont à vous. » Un petit pas vers la reconstruction. La logique était imparable, mais l'idée qu'il l'accompagne, qu'il la voie choisir les nécessités banales de la vie, était intimidante. Il ne l'emmena pas dans un centre commercial tentaculaire, mais dans une rue calme et discrète, bordée de boutiques élégantes et exclusives, près de Saint-Germain-des-Prés. Au début, elle se sentit comme une usurpatrice. Elle choisissait des articles simples et peu coûteux, ses choix dictés par une vie de budget serré et une fierté féroce qui se hérissait à l'idée d'accepter sa charité. Alexandre l'observait, une présence silencieuse et attentive. Il vit son hésitation, la façon dont elle vérifiait les étiquettes de prix avec un froncement de sourcils inquiet, la façon dont elle reposa un magnifique pull en cachemire rouge profond après un instant de désir. Puis, avec un mot discret à une vendeuse, il prit le contrôle. Il ne lui achetait pas de choses frivoles. Il choisissait des articles de qualité et d'une élégance intemporelle. Des pulls doux dans des tons de pierres précieuses qui complimenteraient ses cheveux de feu, des jeans bien coupés qui épouseraient sa silhouette athlétique, et une simple robe noire classique qui criait la sensualité discrète. « Je ne peux pas vous laisser faire ça », murmura Chloé, sa voix tendue d'un mélange de gratitude et d'humiliation, alors qu'il s'apprêtait à payer. Alexandre se tourna vers elle, son corps imposant créant un espace privé pour eux au milieu des vêtements de créateur. Il lui prit doucement le menton, la forçant à rencontrer son regard inébranlable. « Ce n'est pas la charité, Chloé, » dit-il, sa voix basse et ferme, destinée à elle seule. « Considérez cela comme un investissement nécessaire. Vous ne pouvez pas commencer à reconstruire votre vie si vous vous inquiétez de ce que vous porterez. Laissez-moi prendre soin de vous. » Sa reformulation de l'acte, passant de la charité aux soins, ébrécha ses défenses. Elle comprit alors que sa générosité ne visait pas seulement à résoudre un problème, elle était possessive. Il l'habillait, l'enveloppant dans son monde, la marquant comme sienne. La pensée était à la fois terrifiante et exaltante. Alors qu'il quittait l'une des boutiques, les bras chargés d'élégants sacs de course, deux hommes en costumes sombres impeccablement coupés les approchèrent dans la rue calme. Ils étaient tous les deux bien bâtis, avec des visages durs et des yeux qui voyaient tout. Chloé se tendit instinctivement, mais ils ne lui prêtèrent aucune attention. Leur concentration était entièrement sur Alexandre. « Monsieur Beaumont », dit le premier homme, sa voix respectueuse mais dénuée de chaleur. « Les livraisons de l'Est sont sécurisées, mais nous avons un problème avec la concurrence sur les quais. » Chloé sentit l'atmosphère changer, l'air devenant instantanément plus froid. Le comportement d'Alexandre se transforma. La chaleur et la patience indulgente qu'il lui avait montrées disparurent, remplacées par une immobilité glaçante. Il redevint l'homme de la première nuit, le prédateur, le roi. Quel genre de problème? La voix d'Alexandre était douce, presque un murmure, mais elle contenait une note de commandement si létale que Chloé sentit un frisson de peur parcourir son échine. « Ils ne respectent pas les nouvelles limites du territoire, » dit le second homme. « Ils ont pris la confiance. Ils ont touché un de nos camions. » Alexandre resta silencieux un long moment. Quand il parla de nouveau, sa voix était de la pure glace. « Alors vous allez le leur rappeler. Assurez-vous que le message soit non seulement entendu, mais ressenti. Je veux que ce soit réglé ce soir. Je n'aime pas les affaires qui traînent. »« Oui, monsieur, » murmurèrent-ils, leur déférence absolue. Ils firent un léger signe de tête, presque imperceptible, puis se fondirent dans le paysage urbain aussi silencieusement qu'ils étaient apparus. L'échange entier avait duré moins d'une minute. Alexandre se retourna vers Chloé et la chaleur revint lentement dans ses yeux, mais elle ne pouvait pas se défaire du frisson qui s'était installé dans ses os. « Des désagréments professionnels, » dit-il, sa voix douce, alors qu'il la guidait gentiment vers leur voiture qui attendait. « Rien dont tu doives te préoccuper. » C'était la première fois qu'il la tutoyait. Le changement était subtil, intime, une façon de la rapprocher, de la réintégrer dans leur bulle après cette intrusion brutale. Mais le mensonge était là, une petite pierre froide au creux de son estomac. De retour au penthouse, la tension de la rue les suivit. Il la sentait se retirer, se perdre dans ses pensées. Il vint vers elle alors qu'elle se tenait près de la fenêtre, la tournant pour lui faire face. « Ne fais pas ça », murmura-t-il, sa voix un ordre doux. « Ne t'éloigne pas de moi. » Il baissa la tête et l'embrassa, un baiser profond et possessif, destiné à effacer le souvenir des hommes dans la rue, à reprendre complètement son attention. Il ouvrit le sac contenant la robe noire, la sortit et la laissa glisser de sa main.
Mais là, ordonna-t-il doucement, pour moi. Hébétée, elle obéit. La robe lui allait comme une seconde peau. Quand elle revint, le souffle d'Alexandre se coupa. Il vint à elle, ses mains traçant les lignes de son corps sur le tissu doux. « À moi », murmura-t-il, une revendication gutturale et possessive contre son oreille. Il l'embrassa de nouveau, un baiser lent et enivrant qui fit fondre la peur et le doute de son esprit, les remplaçant par un besoin brûlant et désespéré. Ses lèvres quittèrent les siennes, traçant un chemin de feu le long de sa gorge. Ses mains glissèrent dans son dos, pressant son corps fermement contre le sien, lui faisant sentir la preuve dure de son désir. Il la souleva sans effort dans ses bras et la porta jusqu'au canapé, l'allongeant comme une offrande précieuse. Il s'agenouilla devant elle, ses yeux sombres l'adorant. Il n'enleva pas la robe. Au lieu de cela, il commença lentement, délibérément, à tracer une ligne de baisers chauds et humides depuis son genou, le long de sa cuisse. La robe était une barrière, mais elle ne faisait qu'exacerber le supplice exquis et sensuel. Il s'arrêta lorsqu'il atteignit le sommet de ses cuisses, son regard fixé sur le sien, ses yeux sombres, pleins de la promesse des plaisirs à venir. Puis, avec une possessivité qui la laissa sans souffle, il baissa la tête et continua son chemin dévastateur, ses baisers glissant de sa hanche sur la courbe de son ventre jusqu'à la peau sensible, juste en dessous de son nombril. Chloé poussa un cri, ses mains s'agrippant à ses cheveux, son corps se cambrant. À cet instant, les questions, la peur, les mensonges, tout s'envola, incinéré par la chaleur torride et dévorante de sa passion pour cet homme dangereux et magnifique. Il lui avait montré un aperçu de ses ténèbres, puis il les lui avait fait oublier avec un plaisir si intense qu'il frisait la douleur. Les suites de leur passion les laissèrent tous deux sans voix, enlacés sur le canapé en cuir souple, baignés par la lueur des lumières de la ville. L'air entre eux était épais et électrique, chargé d'une intimité nouvelle et plus dangereuse. La peau de Chloé picotait, son corps tout entier vibrant d'un plaisir si profond qu'il semblait avoir reconnecté son âme. Elle reposait la tête sur sa poitrine, ses doigts traçant distraitement les lignes dures de son abdomen à travers sa chemise, écoutant le battement régulier et puissant de son cœur sous son oreille. Les bras d'Alexandre l'enveloppaient, la tenant avec une force possessive qui ressemblait moins à une étreinte qu'à une revendication. Une de ses mains était emmêlée dans ses cheveux de feu, ses doigts caressant les mèches avec une révérence totalement en contradiction avec la faim brute qu'il venait de lui montrer. La forteresse de contrôle qu'il entretenait si soigneusement n'avait pas seulement été violée, elle avait été volontairement abandonnée. Pendant quelques instants explosifs, le roi avait abandonné son trône pour l'adorer, et la conscience de ce renversement de pouvoir était un aphrodisiaque enivrant et puissant. Il lui releva le menton, ses yeux sombres sondant les siens dans la pénombre. Le commandant impitoyable qu'elle avait entrevu dans la rue avait disparu, remplacé une fois de plus par l'homme intense et concentré qui la regardait comme si elle était la seule source de lumière dans son monde d'ombre. « Tu es une chose magnifique et dangereuse, Chloé Dubois, » murmura-t-il, sa voix une caresse basse et rauque. « Tu me fais oublier qui je suis. » Les mots envoyèrent un frisson à travers elle qui n'avait rien à voir avec le froid. Il avouait qu'elle était sa faiblesse, et elle savait instinctivement que pour un homme comme Alexandre Beaumont, une faiblesse était le passif le plus dangereux de tous. « Que vais-je faire de toi ?» chuchota-t-il, plus pour lui-même que pour elle, son pouce caressant sa lèvre inférieure gonflée par leur baiser. La question resta en suspens dans l'air, une reconnaissance silencieuse du chemin compliqué et périlleux sur lequel il se trouvait. Elle était un secret qu'il gardait enfermé dans sa tour d'ivoire, une touche de couleur vibrante dans sa vie monochrome. Mais l'incident dans la rue était un rappel brutal qu'en dehors de cette forteresse, son monde n'était pas du tout monochrome. Il était taché d'un rouge auquel elle ne voulait pas penser. Les jours qui suivirent furent un flou onirique de découverte et de déni. Une nouvelle intimité tendre s'épanouit dans les espaces stériles et opulents du penthouse, remplissant les pièces d'une chaleur qu'elle n'avait jamais connue. Chloé se replongea dans son art, mais son travail avait changé. Le chaos frénétique et douloureux avait disparu, remplacé par des toiles qui pulsaient d'une énergie vibrante et sensuelle. Elle peignait avec des touches audacieuses de cramoisi et de noir profond et velouté, son art reflétant la passion dangereuse qui consumait désormais ses pensées éveillées et endormies. Alexandre, à son tour, était complètement captivé par elle. Il commença à rentrer plus tôt,
son monde de logistique à haute pression semblant oublié dès qu'il franchissait les portes de l'ascenseur. Il la regardait peindre pendant des heures, sa présence silencieuse, une force puissante et rassurante dans la pièce. Lui, un homme dont la vie était programmée à la minute près, se mit à chérir les moments spontanés et non structurés avec elle. Elle lui apprenait à vivre en dehors des lignes rigides qu'il s'était tracées, à trouver de la joie dans l'imparfait et l'imprévu. Son monde parfaitement ordonné était maintenant magnifiquement, irrévocablement chaotique. Mais l'ombre de son autre vie persistait. Elle la voyait dans la façon dont il prenait parfois un appel dans son bureau, la porte se refermant, sa voix baissant à un murmure bas et indéchiffrable. Elle la voyait dans la voiture noire identique à la sienne, qui était parfois garée de l'autre côté de la rue de la Tour, ses occupants regardant, attendant, gardant. Elle la voyait dans la dureté qui vacillait dans ses yeux quand il pensait qu'elle ne regardait pas, un aperçu de l'homme létal qu'il était quand il n'était pas avec elle. Elle savait avec un sentiment croissant de malaise qu'elle vivait dans une cage dorée, ignorant béatement la vraie nature de l'homme qui en détenait la clé. Il lui avait montré un monde de plaisir et de protection, mais il en avait caché le prix. Elle était amoureuse d'Alexandre, l'homme qui l'avait sauvée, l'homme qui la faisait se sentir chérie et vivante. Elle était terrifiée d'apprendre toute la vérité sur M. Beaumont. Le premier indice de cette vérité arriva de manière inattendue. Il devait travailler de chez lui un samedi, et Chloé se retrouva à essayer d'être silencieuse, respectueuse de la concentration intense qu'il apportait à ses tâches. Elle lui apporta une tasse de café dans son bureau, une pièce où elle était rarement entrée. Elle était aussi imposante que le reste du penthouse, tapissée d'étagères de livres épais reliés en cuir, qu'elle soupçonnait maintenant ne pas être là pour la décoration. Son bureau était une large étendue d'acajou poli, couvert de piles ordonnées de documents. Alors qu'elle posait le café, ses yeux tombèrent sur une carte satellite étalée sur le bureau. C'était un plan détaillé des ports de la région parisienne, marqué de lignes nettes et décisives à l'encre rouge. Elle vit des flèches indiquant des itinéraires, des cercles autour d'entrepôts spécifiques et des noms de sociétés de transport qu'elle reconnaissait aux informations. Des sociétés réputées pour avoir des liens profonds et anciens avec le crime organisé. Et dans le coin de la carte, un nom griffonné de l'écriture acérée et décisive d'Alexandre, le problème Ricci, les Ricci. Le nom était une légende dans la pègre parisienne. C'était la vieille garde, une famille criminelle impitoyable qui contrôlait les quais depuis des générations. Ils étaient violents, imprévisibles et notoirement résistants à toute contestation de leur autorité. « Tu prépares des vacances ?» demanda Chloé, sa voix soigneusement légère, une tentative désespérée de feindre l'ignorance. Alexandre leva les yeux, sa concentration rompue. Il vit où son regard s'était posé, et pendant une fraction de seconde, son expression fut froide, dure et dangereuse. C'était le même regard qu'elle avait vu dans la rue. Il le masqua rapidement, ses traits s'adoucissant en la regardant. « J'agrandis juste l'entreprise, » dit-il, sa voix douce et dédaigneuse. Il tendit la main, sa main recouvrant la sienne sur le bureau. « Quelque chose dont tu n'as pas besoin de te soucier la tête. » La condescendance dans son ton destiné à être protectrice lui fit l'effet d'une gifle. Il l'excluait délibérément, la traitant comme une enfant à qui on ne pouvait pas faire confiance pour les affaires des adultes. Le mensonge, si désinvolte et sans effort, était une confirmation de ses craintes les plus profondes. Son monde et le sien n'étaient pas seulement séparés, ils n'étaient jamais destinés à se croiser. Elle retira sa main. La chaleur de son contact instantanément disparut, remplacée par un froid glacial. « D'accord, » dit-elle, sa voix plate. « Juste de la logistique. » Elle recula lentement de la porte du bureau, son cœur battant dans sa poitrine. Il n'était pas seulement un homme d'affaires avec des associés douteux. Il était en guerre. Il était en guerre avec les Ricci, la famille la plus dangereuse de la ville. La concurrence, mentionnée par ces hommes, n'était pas une entreprise rivale. C'était un syndicat du crime rival. L'homme qui la tenait dans ses bras après un cauchemar, l'homme qui lui faisait l'amour avec une tendresse si dévastatrice, était un acteur dans un jeu mortel. Le héros protecteur qui l'avait sauvé de la pluie était aussi un homme qui donnait des ordres qui blessèrent des gens. Ou pire, la contradiction était stupéfiante, et elle s'installa dans son âme comme un éclat de glace. Elle se sentit comme une idiote, une fille naïve qui était tombée amoureuse d'un conte de fées sombre, pour découvrir que la bête était en fait une bête. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle était allongée dans le lit vaste et confortable, l'espace à côté d'elle ressemblant à un vide froid.
Alexandre était dans son bureau, la fente de lumière sous la porte, un témoignage silencieux des secrets qu'il gardait. La confiance qui avait été le fondement fragile de leur passion s'effritait. Poussée par un besoin désespéré de toute la vérité, elle sortit du lit, ses pieds nus silencieux sur le sol de marbre froid. Elle alla dans son atelier, vers l'ordinateur portable qu'elle utilisait pour la musique. Le cœur lourd et les mains tremblantes, Chloé tapa Alexandre Beaumont et famille Ricci dans le moteur de recherche. Les résultats furent un raz-de-marée d'informations qui confirmèrent ses craintes les plus profondes et dressèrent le portrait d'un homme qu'elle reconnaissait à peine. Il y avait des articles économiques détaillant son ascension fulgurante, sa société Beaumont Importation, apparaissant de nulle part pour dominer les voies de navigation de la ville en moins de 2 ans. Il y avait des articles spéculatifs de journalistes d'investigation faisant allusion à ses tactiques impitoyables et à ses liens présumés avec le milieu criminel, mais il n'y avait jamais de preuves. C'était un fantôme de pouvoir qui ne laissait aucune trace. La découverte la plus douloureuse fut une seule photo de paparazzi granuleuse datant de 6 mois. Elle montrait Alexandre quittant le palais de justice, son visage un masque de fureur froide. À côté de lui, le visage pâle et strié de larmes, se tenait une brune élégante et d'une beauté stupéfiante. La légende disait « L'homme d'affaires Alexandre Beaumont quitte le tribunal après l'audience préliminaire de son jeune frère, Julien Beaumont, accusé du meurtre de Marco Ricci, fils cadet du parrain de la pègre Enzo Ricci. Les charges ont ensuite été abandonnées pour manque de preuves. » Chloé fixa l'écran, les mots se brouillant à travers un soudain film de larmes. Julien Beaumont. Un frère. Une accusation de meurtre. Un Ricci. Ce n'était pas juste des affaires, c'était une vendetta. Juste à ce moment, elle entendit ses pas approcher. Elle ferma rapidement l'ordinateur portable, son visage pâle, son cœur une pierre froide et lourde dans sa poitrine. Il apparut dans l'embrasure de la porte de son atelier, sa cravate desserrée, son expression fatiguée par une longue nuit. Mais elle s'adoucit en un sourire chaud et doux quand il la vit. « Te voilà », dit-il, sa voix remplie d'une affection qui sonnait maintenant comme un mensonge empoisonné. Il s'avança pour l'embrasser, mais elle tourna instinctivement la tête, et ses lèvres rencontrèrent sa joue froide. Il se figea, sentant le changement soudain et glacial dans l'atmosphère. « Chloé, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il, son sourire s'effaçant, remplacé par un regard de profonde inquiétude. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait que le regarder. L'homme qu'elle aimait, qui était aussi un parfait inconnu, elle avait partagé son lit, son corps et son cœur avec un homme au centre d'une guerre de la pègre. L'intimité qu'ils avaient à partager lui semblait maintenant une violation grotesque. La confiance n'était pas seulement brisée, elle avait été pulvérisée en 1 million de morceaux. Prenant une inspiration profonde et tremblante, Chloé se tourna pour lui faire face. L'ordinateur portable fermé sur sa table de travail, un accusateur silencieux entre eux. « Je sais qui tu es, Alexandre, » dit-elle, sa voix calme mais ferme, ne trahissant rien du tumulte cataclysmique qui faisait rage en elle. « Ou plutôt, je sais ce que tu es. L'homme qui fait la guerre à la famille Ricci, » dit-elle, le nom une chose amère et étrangère sur sa langue. Elle le vit tressaillir, son sang-froid redoutable se fissurant enfin. Une expression de regret profond, mêlée à une lueur glaçante de ce qui ressemblait à une fureur contenue, traversa son beau visage. « Chloé, laisse-moi t'expliquer, » commença-t-il, faisant un pas vers elle, les mains tendues dans un geste apaisant. Elle leva une main, le stoppant net. Le geste était un miroir du sien de la première nuit, un ordre calme et indiscutable. « Expliquer quoi ?» demanda-t-elle, la douleur commençant enfin à percer dans sa voix, brute et aiguë. « Expliquer pourquoi tu m'as menti ? Expliquer que tes affaires de logistique impliquent des accusations de meurtre et des vendettas ? Pensais-tu que j'étais trop simple pour comprendre, ou prenais-tu juste plaisir à garder ta jolie petite artiste dans une cage dorée, complètement ignorante du monstre avec qui elle couchait ? » Les questions jaillirent, chacune empreinte de la douleur de sa naïveté brisée et de sa profonde tromperie. « Non, dit-il, sa voix rauque d'une émotion qu'elle n'avait jamais entendue de lui auparavant. Il ne s'est jamais agi de ça. C'était le contraire. Il paraissait désespéré. Son contrôle quasi divin complètement disparu. Toute ma vie a été ainsi. La violence, le nom, les attentes. C'est une prison, Chloé. Je ne suis pas une personne pour le monde. Je suis une arme, un héritier, une institution. La nuit où je t'ai trouvé. Tu étais la première chose réelle que j'ai touchée depuis des années. Tu étais la vie. Tu étais la création.
et tu m'as regardé comme si j'étais juste un homme. » Il expliqua qu'il avait été si captivé par son esprit, par son absence de faux semblants, qu'il avait été terrifié de briser cela en révélant le poids écrasant de sa réalité. « Je voulais te protéger de ça, » plaida-t-il, sa voix se brisant d'une vulnérabilité qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Je voulais garder cette partie de ma vie, toi, propre, non touché par la saleté. J'ai été un lâche. J'avais peur qu'au moment où tu connaîtrais la vérité sur ce que je suis, tu me regarderais avec peur et dégoût. Que tu partes. » Sa confession, si brute et honnête, aurait dû ébrécher le mur de glace de sa colère, mais la blessure était trop profonde, la tromperie trop vaste. « Alors tu as choisi de me tromper à la place ?» rétorqua-t-elle, sa voix tremblante. « Tu as construit cette belle chose entre nous sur une fondation de mensonges et de sang. Comment puis-je faire confiance à quoi que ce soit maintenant? Comment savoir que ce n'est pas juste une autre partie de ta vie soigneusement contrôlée et compartimentée? La partie où tu joues à être un homme normal avec une fille normale avant de retourner dans ton vrai monde de violence et de mort? » La dispute fut crue, douloureuse, et les mit tous deux à nu. Elle lui jeta ses insécurités à la figure, et il répliqua avec le poids écrasant de sa damnation héréditaire. Ils étaient deux personnes des extrêmes opposés de l'univers moral, qui avaient trouvé un terrain d'entente, seulement pour que les réalités de leur monde le déchirent. L'amour entre eux était indéniable, une force magnétique puissante dans la pièce, mais la rupture de confiance ressemblait à une blessure mortelle. Finalement épuisée et le cœur brisé, Chloé sut ce qu'elle devait faire. « Je ne peux pas rester ici, » murmura-t-elle, les larmes coulant enfin sur son visage, traçant des chemins clairs à travers les taches de fusain sur ses joues. « Je ne peux pas être ton sanctuaire, Alexandre. Je ne peux pas être le secret que tu gardes pour te sentir humain. Et je ne peux pas vivre dans un monde où l'homme avec qui je couche est au centre d'une guerre de la pègre. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, un coup de grâce dévastateur. Elle se tourna et se dirigea vers la chambre, la pièce qui avait été son sanctuaire, pour emballer les quelques affaires qui lui appartenaient vraiment. Il n'essaya pas de l'arrêter, mais resta figé, l'image d'un roi qui venait de perdre la seule partie de son royaume qui ait jamais compté. Faire ses bagages fut une affaire rapide et brutale. Les beaux vêtements qu'Alexandre lui avait achetés lui semblaient être un costume qu'elle ne pouvait plus porter. Elle les laissa plier soigneusement sur le lit, ne prenant que les quelques tenues simples qu'elle avait achetées elle-même, son carnet de croquis et une petite toile inachevée qu'elle avait commencée. Un portrait d'un homme aux yeux sombres comme un orage. Chaque objet était un rappel douloureux du conte de fées sombres qui venait de se terminer. Lorsqu'elle sortit de la chambre avec un petit sac, Alexandre était toujours debout au même endroit, son visage un masque de désespoir pâle et creux. Il regarda le sac dans sa main et la réalité de ce qui se passait sembla enfin le frapper de toute sa force dévastatrice. « Où iras-tu » demanda-t-il, la voix rauque. C'était une question pratique d'un homme qui pensait toujours en termes de solution, mais elle était teintée d'une profonde agonie personnelle. « Je trouverai bien » répondit-elle, sa voix froide, bien qu'il lui fallut toute sa force pour ne pas s'effondrer. « J'ai toujours trouvé. » Elle se dirigea vers l'ascenseur, l'entrée privée qui avait semblé si magique, ressemblant maintenant à la trappe de secours d'une belle et dangereuse prison. « Chloé, ne fais pas ça » plaida-t-il, bougeant enfin, traversant la vaste pièce en quelques longues foulées pour se tenir devant elle, lui barrant le chemin. « On peut arranger ça. Je ferai n'importe quoi. Je quitterai tout ça, je m'en irai, juste, s'il te plaît. Ne me laisse pas seul dans le noir. » Le désespoir dans sa voix était un couteau dans son cœur. Cet homme puissant, contrôlé, ce tueur, la suppliait, dépouillé de toute sa fierté et de son autorité. Mais la blessure était trop profonde, la tromperie trop grande. « Le problème n'est pas ton monde, Alexandre, » dit-elle, sa voix se brisant. « C'est que tu ne m'as pas fait assez confiance pour me le montrer. Tu ne m'as pas donné le choix. L'amour ne peut pas se construire là-dessus. » Avec un dernier regard déchirant dans ses yeux dévastés, elle le contourna et appuya sur le bouton de l'ascenseur. La descente fut une éternité de sanglots silencieux et déchirants. Elle sortit dans le hall froid et impersonnel et ne regarda pas en arrière, marchant dans la nuit, de retour dans le monde où elle était seule, un monde qui semblait soudainement infiniment plus dangereux maintenant qu'elle savait quel monstre s'y promenait. Pendant les jours qui suivirent, Alexandre fut un fantôme dans sa propre vie. Le penthouse, autrefois rempli de l'odeur de sa peinture et du son de son rire, était maintenant un mausolée silencieux et résonnant. Chaque pièce contenait un souvenir d'elle,
Ses toiles inachevées dans l'atelier étaient comme des accusations. Son parfum persistait sur un oreiller dans le lit qu'il n'avait jamais partagé. Son absence était une présence physique, une blessure béante au cœur de sa vie parfaite et vide. Il avait construit une forteresse pour tenir le monde à l'écart, et ce faisant, il avait repoussé la seule personne qui l'ait jamais fait se sentir chez lui. Chloé, pendant ce temps, trouva refuge sur le canapé d'une amie de son ancienne vie. Paris, qu'elle avait autrefois peinte avec tant d'amour, lui semblait maintenant menaçante. Chaque voiture noire qui passait semblait contenir une menace. Chaque gros titre sur la criminalité dans la ville lui serrait l'estomac de peur. Elle se jeta dans son art, mais les couleurs vibrantes et sensuelles avaient disparu. Ses toiles étaient maintenant remplies d'ombres, de palettes sombres et orageuses qui reflétaient l'état de son âme. Elle canalisait sa douleur dans son art, la seule façon qu'elle connaissait pour survivre. Mais chaque nuit, lorsqu'elle était seule avec ses pensées, la douleur de l'absence d'Alexandre était une douleur constante et lancinante. L'homme lui manquait, pas le monstre. La sécurité tranquille de sa présence, la tendresse surprenante de son contact, la façon dont il la regardait comme si elle était un miracle, lui manquaient. Elle avait fui ses ténèbres, mais elle ne pouvait pas fuir la vérité de son propre cœur. Elle était toujours complètement désespérément amoureuse de lui. Elle avait choisi ses principes plutôt que sa passion, et la solitude de ce choix était une pilule amère à avaler. Qu'il réalisa seul dans son penthouse silencieux que tout son pouvoir et sa richesse ne signifiaient rien. Il pouvait commander la pègre de la ville, faire disparaître des hommes et déplacer des fortunes d'un simple coup de fil, mais il ne pouvait pas avoir la seule chose qu'il voulait vraiment. Elle. Il ne pouvait pas défaire le mensonge. Il ne pouvait pas laver le sang de ses mains ou de son nom. Le point de rupture arriva une semaine plus tard. Il pleuvait de nouveau. Une bruine douce et régulière qui reflétait la mélancolie dans l'âme d'Alexandre. Il était assis dans le noir, fixant le chevalet vide dans son atelier. Il avait passé la semaine précédente dans un état de misère fonctionnelle et engourdi, accomplissant les gestes de sa vie violente et puissante, sa concentration brisée, son jugement obscurci par le souvenir constant et douloureux de Chloé. Il avait respecté son besoin d'espace, mais sa retenue s'érodait. Il admit enfin la vérité. Sa peur qu'elle le quitte ne visait pas à la protéger. Il s'agissait de sa propre honte. Sa tromperie n'était pas une trahison de sa confiance, mais une trahison de son propre espoir désespéré qu'il pourrait être quelqu'un d'autre avec elle, un homme meilleur, et en essayant de se protéger de son jugement, il avait créé la réalité même qu'il craignait. Il l'avait perdue. Il ne laisserait pas cela être la fin de leur histoire. Il attrapa ses clés et sa veste, un homme en mission, animé par une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des jours. Il savait ce qu'il devait faire. Il ne pouvait pas effacer qui il était, mais il pouvait changer ce qu'il faisait de son pouvoir. Il passa un seul appel, sa voix froide, précise et absolue. Il mettait un nouveau plan en marche. Puis, il conduisit. Il n'alla pas à l'appartement de son ami. Il se rendit au seul endroit de la ville qui semblait être un terrain neutre, un lieu de beauté éphémère et de contemplation silencieuse, le musée d'Orsay. Il traversa les salles sacrées, sa présence imposante et dangereuse contrastant vivement avec les chefs-d'œuvre sereins sur les murs. Il s'arrêta devant les impressionnistes, un lieu de couleurs chaotiques et d'émotions brutes, un lieu qui lui rappelait elle. Il lui envoya un unique message texte, une convocation simple et non négociable. « Retrouve-moi. Musée d'Orsay, salle des impressionnistes. Dans 1 heure, s'il te plaît. » Le téléphone de Chloé vibra sur la table basse encombrée de l'appartement de son ami. Elle vit son nom et son cœur s'arrêta. Chaque instinct lui hurlait de l'ignorer, de le supprimer, de bloquer son numéro et de l'effacer de sa vie. Mais elle ne le pouvait pas. Le simple et poli « s'il te plaît » était plus impérieux que n'importe quel ordre qu'il ait jamais donné. Avec un sentiment d'effroi et une lueur d'espoir terrifiante, elle sut qu'elle devait y aller. Elle devait entendre la fin de l'histoire. L'air dans la grande galerie des impressionnistes était frais et silencieux, empreint d'une odeur de cire ancienne et de temps suspendu. Chloé traversa l'immense espace baigné de lumière naturelle, ses pas résonnant doucement sur le parquet. La galerie était remplie de chefs-d'œuvre mondiaux, des explosions chaotiques de couleurs, des touches de lumière capturées, de l'art qui vibrait d'émotion. C'était son langage, son monde. Et debout au centre de tout cela, figure de contraste sombre et austère, se tenait Alexandre. Il contemplait une immense toile de Monet, une scène de Nymphéa
où l'eau et le ciel se confondaient dans une brume de bleu et de mauve. Il ne se contentait pas de la regarder. Il l'étudiait avec une concentration profonde, comme s'il essayait de déchiffrer une carte menant à un autre univers. Il portait un simple pull sombre et un pantalon, pas de costume, pas d'armure. Il paraissait plus jeune, plus vulnérable, mais le pouvoir dangereux qu'il possédait était toujours là, une basse fréquence d'énergie sous la surface. Il se tourna à son approche, ses yeux sombres rencontrant les siens. Le désespoir qu'elle avait vu la nuit de son départ avait disparu, remplacé par une résolution calme et solennelle, d'une certaine manière encore plus puissante. « Merci d'être venu, » dit-il, sa voix calme et respectueuse. « Pourquoi ici, Alexandre ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Pourquoi m'as-tu fait venir dans un endroit comme celui-ci ?»« Parce que c'est ton monde, » répondit-il, son regard balayant l'art vibrant et émotionnel. « C'est celui de la création, de la beauté, de la passion, tout ce que mon monde n'est pas, et j'avais besoin d'être ici pour te dire ce que j'ai à te dire. » Il fit un pas de plus près, mais ne la toucha pas, maintenant une distance prudente. « Tu avais raison, » dit-il, les mots clairs et sans détour. « J'ai été un lâche. Je me suis caché de toi, et c'est une trahison que je ne pourrai jamais effacer. Je ne peux qu'essayer de l'expier. » Il continua, sa voix basse et stable, mettant son âme à nu pour elle dans le silence de la galerie. « Je ne peux pas changer qui je suis, Chloé. Mon nom est mon nom. Les péchés de mon père sont maintenant les miens. Cette guerre avec les Ricci, elle a commencé avant ma naissance. C'est mon héritage. Je ne peux pas y renoncer, car le faire signifierait la mort de tous ceux que je suis censé protéger. » L'honnêteté brutale contrastait vivement avec ses précédentes évasions. Il ne cherchait pas d'excuses. Il énonçait des faits. « Mais je peux changer le but de mon pouvoir, » dit-il, ses yeux brûlant d'une intensité féroce. « Ces derniers jours sans toi ont été une révélation. Mon monde, mon pouvoir, mon nom. Tout n'est qu'une pièce silencieuse et vide sans toi. Tu es la créatrice. Je n'ai jamais été qu'un destructeur, un gestionnaire de chaos. Je veux construire quelque chose, avec toi. » Il sortit de sa poche non pas une clé, mais un document juridique plié. « Je ne peux pas t'offrir une vie simple, » dit-il, sa voix épaisse d'émotion. « Je ne peux pas laver le sang de mon nom, mais je peux utiliser le pouvoir qui l'accompagne pour construire un mur autour de toi, pour te donner un monde où tu pourras créer en paix, à l'abri des ténèbres que j'habite. » Il déplia le document et le lui tendit. C'était l'acte de propriété d'un bâtiment dans le quartier artistique en plein essor de Belleville. Un magnifique bâtiment historique en briques, avec de vastes lofts et des baies vitrées. « C'est à toi, » dit-il simplement. « Sans condition. Une galerie, un atelier, un foyer, un endroit pour que tu puisses construire ton propre empire, fait de couleurs et de lumière. Mon nom est sur la société écran qui le possède. Mes hommes le garderont depuis les ombres, et personne ne connaîtra jamais le lien. Tu y seras en sécurité, Chloé. Tu pourras vivre ta vie, et je ne t'importunerai plus jamais si c'est ce que tu veux. » Chloé fixa l'acte de propriété, sa vision se brouillant de larmes. Il n'essayait pas de la racheter. Il la libérait, utilisant le pouvoir même qui l'avait fait fuir pour lui rendre la vie qu'elle avait perdue. Et plus encore, c'était un sacrifice, un acte d'amour pur et désintéressé. « Mais ce n'est pas ce que je veux, » continua-t-il, sa voix tombant dans un murmure rauque et désespéré. « Ce que je veux, c'est te mériter. Je veux rentrer de mon monde d'ombre et te trouver dans ton monde de lumière. Je ne veux pas être le parrain sans toi. Je ne veux rien être sans toi. Je t'aime, Chloé. Pas comme un secret, pas comme une évasion. Je t'aime, toi tout entière. Et je veux construire une vraie vie avec toi, peu importe à quel point elle sera désordonnée, publique ou compliquée. S'il te plaît, rentre à la maison. » La pluie avait commencé à tomber dehors, une bruine douce et régulière contre la haute verrière du musée, tout comme la nuit de leur rencontre. Mais cette fois, ce n'était pas une tempête de perte. C'était une promesse de renouveau. Elle regarda l'acte dans sa main, puis le visage désespéré, plein d'espoir et d'amour de l'homme devant elle. Pas le parrain, pas l'homme d'affaires, mais Alexandre, son Alexandre. Et à cet instant, elle sut que son foyer n'était pas un lieu. C'était lui. Les ténèbres, le danger. Cela faisait partie de lui, tout comme le chaos et la couleur faisaient partie d'elle. L'aimer, c'était l'accepter tout entier. « Tu es un imbécile, Alexandre Beaumont », murmura-t-elle, une larme traçant enfin un chemin sur sa joue. Une expression de chagrin traversa son visage avant qu'elle ne fasse un pas en avant, comblant l'espace entre eux,
et ne pose sa main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. « Pensais-tu vraiment, continua-t-elle, sa voix se brisant dans un sanglot et un rire, que j'allais te laisser seule dans le noir ?» Elle jeta ses bras autour de son cou et rencontra ses lèvres dans un baiser profond, un baiser de pardon, de retrouvailles, et d'un amour plus fort que n'importe quel secret, plus puissant que n'importe quel vendetta. C'était un baiser qui n'effaçait pas les ténèbres, mais promettait de construire un sanctuaire de lumière en leur cœur même. Il enroula ses bras autour d'elle, la soulevant du sol, la tenant comme si elle était la seule chose qui pouvait sauver son âme damnée. Et dans les salles silencieuses et sacrées du musée d'Orsay, entourées par les chefs-d'œuvre du passé, un nouveau chef-d'œuvre dangereux, magnifique et compliqué, le leur, ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a touché, ne partez pas sans vous abonner. Votre soutien est essentiel. Activez la cloche pour ne jamais manquer la prochaine romance sombre et passionnée. Et dites-moi dans les commentaires, depuis quel pays regardez-vous ce soir? J'ai hâte de le savoir.